Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre randonnée en philosophie. Un épisode consacré aujourd'hui à Aristote et plus particulièrement à la logique chez Aristote. Aristote est né vers 384 à Stagire, en Grèce du Nord, entre Thessalonique et le mont Athos, et il est le fils d'un médecin et homme de science respecté. À l'âge de 17 ans, sa famille vient s'établir à Athènes, et Aristote va suivre là-bas pendant 20 ans les cours de Platon à l'Académie avant de prendre ses distances vis-à-vis de son maître, au point de devenir un de ses principaux adversaires, et avant de fonder sa propre école, le lycée, vers 335. Tout semble en effet opposer Platon et Aristote, ces deux frères ennemis de la philosophie de l'Antiquité. Pour illustrer leur divergence, qui consiste en l'opposition de deux visions du monde, le peintre italien Raphaël, dans sa fresque L'école d'Athènes, a représenté Platon l'idéaliste pointant l'index droit vers le ciel, tandis qu'Aristote le réaliste tend sa main gauche vers le sol. Ce qu'Aristote reproche à Platon, c'est que sa philosophie n'est pas assez tournée vers la réalité concrète et vers l'action. Pour lui, les idées platoniciennes sont de pures abstractions qui ne peuvent être des objets de connaissance. Aristote veut comprendre la réalité, il veut savoir de quoi elle est faite. Alors que Platon s'interroge sur les raisons du monde et de notre existence sans jamais se lasser d'explorer, Aristote va quant à lui chercher à comprendre le fonctionnement des choses, leurs causes et leurs effets. Opposés sur le fond, Platon et Aristote le sont aussi sur la forme. En effet, si l'œuvre du premier possède des qualités littéraires incontestables, les écrits d'Aristote, en tout cas ceux qui nous sont parvenus, ressemblent davantage à de simples notes de cours, sans véritable prétention littéraire. Cela dit, Aristote est un véritable monument de l'histoire de la pensée. Il est en effet souvent considéré comme le philosophe le plus complet de toute l'Antiquité. Celui dont l'œuvre, qui est d'une ampleur considérable, se veut systématique et encyclopédique. Au Moyen-Âge, on appellera d'ailleurs Aristote tout simplement le philosophe. Et il est vrai que sa réflexion a touché quasiment tous les domaines de la connaissance humaine, de la logique à l'étude du monde végétal, en passant notamment par la politique, l'astronomie, la psychologie et la morale. Mais comme on ne saurait tout faire, j'ai choisi de m'intéresser ici à Aristote en tant que logicien, ne serait-ce que parce que c'est lui qui est considéré comme le véritable fondateur de cette discipline philosophique. Avant Aristote, Platon notamment avait déjà cherché une méthode de raisonnement permettant d'éviter l'erreur. Chez lui, la recherche de la vérité exigeait un dialogue critique qu'il nommait la dialectique, et qui permettait de remonter, de concept en concept, jusqu'au principe premier du savoir et de la réalité. Mais c'est Aristote qui va véritablement proposer un moyen de répondre aux ambiguïtés qui surgissent quand nous utilisons le langage. Et c'est lui qui va poser les tout premiers principes d'une véritable science des formes du raisonnement et de l'argumentation correcte, une science qu'il nomme alors analytique, dans la mesure où elle consiste à analyser les règles de la démonstration. Le terme logique n'apparaîtra qu'un peu plus tard, avec les stoïciens vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il remplacera alors le terme analytique. Aristote expose ses théories logiques dans un ensemble de 6 traités que nous appelons aujourd'hui organon, un titre grec qui signifie littéralement l'outil ou l'instrument. Un intitulé qui n'est pas dû à Aristote lui-même, mais qui a été choisi par après pour indiquer que la logique constitue pour tout philosophe un véritable outil permettant de déterminer les règles grâce auxquelles la pensée et l'argumentation seront conformes aux exigences de la raison. Plus précisément, la logique est, dans une perspective aristotélicienne, un outil intellectuel qui doit nous permettre de dire d'un raisonnement ou de la conséquence d'un raisonnement « c'est vrai » ou « c'est faux ». Je mettrai l'accent sur 2 des 6 traités qui constituent l'organon, 2 ouvrages qui ont pour titre De l'interprétation et Les premiers analytiques. Le premier de ces 2 ouvrages contient les théories des propositions et du carré logique, tandis que c'est dans le second que se trouve exposée la théorie du syllogisme en général. Des théories qui ont eu pendant longtemps une influence considérable sur la pratique de la philosophie.
On peut donc définir la logique comme étant la discipline philosophique qui étudie les règles du raisonnement et de l'argumentation. Le terme logique vient du mot grec logos, qui signifie notamment le discours, la raison, le langage. Or, Aristote s'intéresse beaucoup au langage, puisqu'il définit même l'être humain comme le vivant possédant le langage. Le point de départ est le suivant. Le langage est constitué d'une multitude de phrases à première vue différentes en termes de contenu, mais aussi de structure. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on voit que ces différentes phrases peuvent être transformées sous la forme sujet, copule, prédicat. Le sujet, c'est l'être dont on parle, par exemple Socrate, certains chats, toutes les femmes, etc. Le prédicat, c'est ce qu'on dit du sujet, c'est la qualité qu'on lui attribue ou qu'on lui refuse, par exemple mortel, noir, joli, etc. La copule, enfin, c'est le lien entre le sujet et le prédicat. Le plus souvent, il s'agit du verbe être, mais il peut s'agir également des verbes paraître, sembler ou devenir, par exemple. Dès lors, on obtiendra des énoncés du type « Socrate est mortel »,« Certains chats sont noirs »,« Toutes les femmes sont jolies », etc. Il faut insister sur le fait qu'Aristote n'envisage ici que les phrases qu'il appelle propositions, c'est-à-dire les phrases à propos desquelles on peut déclarer qu'elles sont vraies ou fausses, c'est-à-dire qu'elles sont conformes ou non à l'expérience que nous avons de la réalité. Comme par exemple « Tous les hommes sont mortels » ou « Ma sœur est Miss Univers ». Sa théorie ne s'applique donc pas aux phrases interrogatives du type « Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir ?», ni aux phrases impératives comme par exemple « Va donc ranger ta chambre ». Pour Aristote, toute proposition possède deux propriétés. Sa qualité, qui sera affirmative ou négative, par exemple « Certains chats sont noirs » ou « Certains chats ne sont pas noirs », et sa quantité, qui sera universelle ou particulière, par exemple « Tous les chats sont noirs » ou « Certains chats sont noirs ». En combinant ces deux caractères, la qualité et la quantité, on obtient 4 types de propositions. Les universelles affirmatives, comme par exemple « Tous les hommes sont mortels », les universelles négatives, comme par exemple « Aucun homme n'est mortel », les particulières affirmatives, comme par exemple « Certains hommes sont mortels », et enfin les particulières négatives, comme par exemple « Certains hommes ne sont pas mortels ». Afin d'alléger quelque peu le discours, les 4 types de propositions sont désignés, depuis le Moyen-Âge, par les 4 premières voyelles de l'alphabet, provenant des mots latins affirmo et nego. Plutôt que de parler de propositions universelles affirmatives, on parlera donc de proposition A. De même, les universelles négatives seront les propositions E, les particulières affirmatives seront les propositions I, et enfin, les particulières négatives seront les propositions O. Afin de mieux comprendre les liens qu'entretiennent entre eux ces différents types de propositions, un philosophe romain d'origine berbère, Apulée, va imaginer au IIe siècle un schéma qui deviendra célèbre sous le nom de carré logique ou carré d'Apulée. L'intérêt de ce carré logique en tant que schéma, un carré logique qui sera ensuite affiné par des penseurs scolastiques au Moyen-Âge, c'est qu'il va montrer de façon claire et immédiate, en un simple coup d'œil, comment les différentes propositions A, E, I et O, qui seront placées à chacun des sommets du carré, sont liées entre elles par des relations d'opposition. Il va y avoir 4 relations d'opposition. 2 sur les côtés horizontaux du carré, une sur les côtés verticaux et une sur les 2 diagonales. Afin d'être le plus clair possible, j'ai choisi dans mes exemples d'utiliser à chaque fois le même sujet, homme, et les mêmes prédicats, mortel et chauve. La première des relations d'opposition se trouve sur le côté supérieur du carré et concerne les propositions A et E qui seront dites contraires. Des propositions contraires sont des propositions qui s'opposent uniquement en termes de qualité, puisque A et E sont toutes deux universelles. L'une sera donc affirmative et l'autre négative. Ces propositions contraires ne peuvent jamais être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses en même temps. Par exemple, tous les hommes sont mortels étant une proposition vraie,
la proposition contraire ne peut pas être vraie. Par contre, tous les hommes sont chauves et la contraire seront toutes deux fausses. Ensuite, situées sur la base inférieure du carré, les propositions I et O seront dites subcontraires. Des propositions subcontraires sont des propositions qui s'opposent elles aussi uniquement en termes de qualité, puisque I et O sont toutes deux particulières. L'une sera donc affirmative et l'autre négative. Les propositions subcontraires ne peuvent jamais être fausses en même temps, mais elles peuvent en revanche être vraies en même temps. Par exemple, certains hommes ne sont pas mortels étant une proposition fausse, la subcontraire, certains hommes sont mortels, ne peut pas être fausse. Par contre, certains hommes sont chauves et sa subcontraire, certains hommes ne sont pas chauves, seront toutes deux vraies. Envisageons maintenant la relation contradictoire, représentée par les diagonales du carré et qui concerne les propositions A et O d'une part, ainsi que les propositions I et E d'autre part. Des propositions contradictoires sont des propositions qui s'opposent à la fois en ce qui concerne la quantité et la qualité. Si l'une est universelle, l'autre sera particulière. Si l'une est affirmative, l'autre sera négative. Ces propositions ne peuvent être ni vraies ni fausses en même temps. Si l'une est vraie, l'autre sera fausse et vice-versa. Par exemple, tous les hommes sont mortels étant une proposition vraie, la contradictoire sera fausse. Et de même, aucun homme n'est chauve étant une proposition fausse, la contradictoire, certains hommes sont chauves, sera vraie. Enfin, les relations entre les propositions A et I d'une part et E et O d'autre part, sur les côtés verticaux du carré, seront dites subalternes. Des propositions subalternes sont des propositions qui s'opposent uniquement en termes de quantité. L'une sera donc universelle et l'autre particulière. Si la proposition universelle A ou E est vraie, la proposition particulière correspondante sera vraie également, mais pas nécessairement l'inverse. Par exemple, le fait que la proposition « tous les hommes sont mortels » soit vraie permet d'affirmer que l'énoncé « certains hommes sont mortels » est vrai. Par contre, le fait que la proposition « certains hommes ne sont pas chauves » soit vraie ne permet pas de conclure qu'aucun homme n'est chauve. On obtient ainsi 4 grandes règles logiques liées à ces 4 grandes relations d'opposition. Le livre 3 de l'Organon, qui est intitulé « Premiers analytiques », est consacré à la théorie du syllogisme, que l'on peut considérer comme un des outils fondamentaux de la logique aristotélicienne. Le terme de syllogisme, en grec ancien, signifie littéralement une parole ou une proposition qui va avec une autre, et par extension, le syllogisme désignera l'idée même de raisonnement. Dans sa forme la plus classique, un syllogisme consistera en effet en un raisonnement structuré qui nous permet de tirer une conclusion à partir de 2 propositions qui seront appelées prémisses. Ce mode de raisonnement est fondamental car il illustre la manière dont nous pouvons déduire des vérités générales à partir d'observations particulières. Plus précisément, on dira qu'il s'agit d'un type de raisonnement déductif qui unit 3 termes qui sont reliés 2 à 2 et dont chacun apparaît 2 fois, en 3 propositions, étant entendu qu'on appellera proposition un énoncé susceptible d'être vrai ou faux. L'exemple le plus classique, que l'on ne trouve d'ailleurs pas dans l'œuvre d'Aristote, c'est « tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, et donc Socrate est mortel ». On peut en effet déterminer, à propos de chacune de ces 3 propositions, si elle est vraie ou fausse. Dans un syllogisme, chaque proposition doit respecter une certaine structure, et en l'occurrence, chaque proposition doit être constituée, comme on l'a vu précédemment, d'un sujet, d'une copule et d'un prédicat. Plus précisément, chaque proposition met en relation un sujet et un prédicat par le biais d'une copule, comme dans l'exemple précédent, tous les hommes sont mortels. Pour bien identifier la structure traditionnelle d'un syllogisme, considérons l'exemple classique suivant. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme et donc Socrate est mortel.
Les trois termes qui nous occupent ici sont mortel, Socrate et homme. Et on les appellera respectivement grands termes ou termes majeurs, petits termes ou termes mineurs et moyens termes. Chacun de ces termes apparaîtra 2 fois dans les 3 propositions. Le grand terme, c'est celui qui sert de prédicat dans la 3e proposition, qui sera la conclusion. Et on appellera prémisse majeure la prémisse qui contient ce grand terme. En l'occurrence, tous les hommes sont mortels. Le petit terme, c'est celui qui sert de sujet dans la conclusion, c'est-à-dire Socrate, et on appellera prémisse mineure celle qui contient ce petit terme. Ici, Socrate est un homme. Enfin, le moyen terme, c'est celui qui est le seul à apparaître dans les 2 prémisses, c'est-à-dire homme. Et c'est celui qui va mettre en rapport ces 2 prémisses et permettre une conclusion qui découlera logiquement des 2 prémisses. Une conclusion dans laquelle ce moyen terme n'apparaîtra pas. L'utilité des syllogismes réside dans leur capacité à clarifier la structure logique d'un raisonnement. C'est la forme du raisonnement, c'est-à-dire sa structure et rien que sa structure, qui est évaluée ici. C'est la raison pour laquelle on ne peut jamais dire d'un syllogisme qu'il est vrai ou faux. Seules les propositions qui le constituent peuvent être qualifiées de vraies ou de fausses. On peut seulement dire d'un syllogisme qu'il est valide s'il respecte les caractéristiques formelles que j'ai énoncées précédemment, ou on peut dire qu'il est non valide s'il ne les respecte pas. Et s'il est valide, alors on peut dire s'il est concluant ou s'il est non concluant. Un syllogisme sera donc non valide s'il ne respecte pas les caractéristiques énoncées précédemment. Autrement dit, un syllogisme sera non valide si sa structure est incorrecte. Par exemple, si la conclusion ne se déduit pas des 2 prémisses. En revanche, il sera valide si sa forme est correcte. Tous les chiens sont des arbres, or le corgi est un chien et donc le corgi est un arbre, est un syllogisme valide. Il est valide dans la mesure où la structure du raisonnement qui conduit à la conclusion est correcte. Les 2 prémisses autorisent effectivement cette conclusion. Mais cette validité ne garantit en rien la vérité de la conclusion, et ce syllogisme ne sera donc pas concluant. Chacun sait en effet que le corgi n'est pas un arbre. Pour qu'un syllogisme soit concluant, il faut que ces 2 prémisses soient vraies. Et dans ce cas, la conclusion sera nécessairement vraie. Par exemple, tous les chiens sont des mammifères, or le corgi est un chien, et donc le corgi est un mammifère. Aristote a déterminé qu'il existait en tout 256 modes possibles de syllogisme, qui reposent sur la manière dont les prémisses sont formulées, qu'elles soient universelles ou particulières, affirmatives ou négatives. Parmi ces 256 modes, on a longtemps considéré que 15 seulement étaient valides, et les logiciens du Moyen-Âge ont imaginé des formules mnémotechniques pour se souvenir de ces différents modes en forgeant des mots artificiels de consonance latine ayant comme voyelles les lettres désignant un des modes. Par exemple, le terme Barbara désignera un syllogisme dans lequel la majeure, la mineure et la conclusion sont toutes les 3 des propositions universelles affirmatives, c'est-à-dire des propositions de type A, comme par exemple « tous les hommes sont mortels », or tous les Grecs sont des hommes, et donc tous les Grecs sont mortels. Le terme sélarente désignera les syllogismes du mode EAE, dans lesquels il y a 2 prémisses universelles et une conclusion négative, comme par exemple « aucun homme n'est un chien », or tous les Grecs sont des hommes, et donc aucun Grec n'est un chien. De même, le terme fério désignera les syllogismes du mode EIO, etc. À partir du XVIIe siècle, et notamment grâce aux travaux du philosophe et logicien allemand Gottfried Leibniz, 9 autres modes seront ajoutés aux 15 modes initialement considérés comme valides, portant ainsi le total à 24. Quant aux autres modes de syllogisme qui ne sont pas valides, ce sont des paralogismes, c'est-à-dire des raisonnements qui semblent valides en apparence, mais qui reposent sur des erreurs, sur des généralisations abusives ou sur des suppositions fausses. Certains paralogismes sont d'ailleurs parfois appelés syllogismes, silly signifiant stupide en anglais.
On trouve un exemple célèbre de paralogisme dans la pièce de théâtre Rhinocéros d'Eugène Ionesco, quand il met en scène un logicien et un vieux monsieur. Le logicien donne comme exemple « Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, et donc Socrate est un chat ». Ce à quoi le vieux monsieur répond « C'est bien vrai, j'ai un chat qui s'appelle Socrate, et Socrate était donc un chat ». Et le logicien de conclure « La logique vient de nous le révéler ». Avec sa théorie logique, Aristote propose un moyen d'exposer le savoir de façon systématique et rigoureuse. Il ne s'agit pas ici d'étendre la connaissance, car en soi la logique ne nous apprend rien sur le réel. Son utilité est ailleurs, elle est l'instrument de la rectitude de la pensée et de la cohérence de nos propos. Et en établissant les règles du jugement formellement correct indépendamment de son contenu, la logique nous permet ainsi de savoir si la structure de nos réflexions est conforme aux exigences de la raison. Aussi ingénieuses qu'elles soient, les théories logiques d'Aristote sont depuis longtemps déjà considérées comme dépassées. Mais même si elles ne sont plus aujourd'hui étudiées que pour des raisons historiques ou comme support pour stimuler notre esprit, elles font néanmoins partie de l'histoire de la pensée occidentale et elles témoignent du souci qu'avaient les philosophes, et en particulier ici Aristote, de rechercher les critères permettant de distinguer les raisonnements corrects des raisonnements incorrects, afin de pouvoir proposer des réflexions et des argumentations en accord avec la raison. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo, et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion en consultant les liens qui vous sont proposés ici.